Merci mesdames, messieurs d'être encore avec nous, que vous soyez ici en présentiel ou bien connectés derrière votre écran. On vous souhaite la bienvenue, on espère que vous passez une bonne journée jusqu'ici. Je m'appelle Antoine, je serai l'animateur de la prochaine table ronde qui nous attend pour l'heure et quart qui arrive. Alors, cette table ronde, elle a pour thème « Sauver le soldat CSRD entre ambition et réalité, bilan et perspective un an après ». Voilà un titre prometteur, et d'autant plus prometteur que, quand j'ai échangé avec les équipes d'Ecolearn pour la conception de cette table ronde, Arnaud me confiait qu'il y a 6 mois, quand ils avaient planché sur le sujet et qu'ils en étaient venus à trouver ce titre, ils entendaient par sauver le soldat CSRD, sauver l'esprit du texte, vraiment avoir quelque chose à viser de transformation stratégique. Vous avez certainement suivi l'actualité récente, on en vient à remettre en question les fondements même de ce texte, et là, carrément, sauver le soldat CSRD, ça veut dire sauver le texte tout court. On est donc dans une des tables rondes qui est le plus au cœur de l'actualité, et on est ravis d'avoir avec nous les experts et les expertes qui contribueront avec leur regard à nourrir ce sujet. Pour vous donner un petit peu de perspective, la directive CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, a suscité de grandes attentes au niveau européen lors de son lancement, puisqu'elle promettait de transformer les pratiques ESG des entreprises à l'échelle du continent. Alors, on va voir ensemble, notamment dans le cadre de cette table ronde, certes les sujets d'actualité, mais on a envie de donner un peu de perspective sur cette thématique et d'abord de revenir à l'esprit initial. Qu'est-ce qui a porté, quelle a été la philosophie qui a d'abord infusé dans la CSRD au moment des premiers travaux? On verra ensuite le lancement qu'elle a connu, puisque le texte a été voté depuis maintenant 1 an et demi à peu près. Enfin, quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui? Et on terminera avec cette question-là. Comment en faire aujourd'hui non pas seulement un exercice de comptabilité, mais vraiment une invitation, une dynamique profondément transformatrice au niveau de la stratégie des entreprises? Pour cela, on est ravis d'avoir 3 intervenantes et intervenants avec nous, et un intervenant avec nous que je vais vous présenter brièvement avant de plonger dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Elsa. Elsa, bienvenue. Merci d'être là parmi nous. Elsa, tu es l'associée fondatrice du cabinet de conseil ESG Ici et Demain. Depuis tes débuts en 2001, tu accompagnes les entreprises dans les évolutions réglementaires qui façonnent la fabrication des informations RSE. Tu es extrêmement experte et rompue à l'exercice du reporting de durabilité, et tu accompagnes également les entreprises dans la démonstration de leur création de valeur et la construction de leur stratégie RSE. En partenariat avec Ecolearn, tu animes justement la masterclass CSRD, où tu as pu avoir comme élève déjà plus d'une centaine de professionnels que tu as formés aux défis et aux opportunités de ce nouveau cadre réglementaire exigeant et passionnant. Nous avons à tes côtés Valérie Labouré-Hirsch. Bienvenue Valérie, merci également d'être avec nous. Tu as 33 ans d'expérience professionnelle déjà à ton actif, à la fois en direction financière et en direction générale, dans des entités de tailles diverses, que ce soit des PME ou des grands groupes, et généralement dans des contextes de transformation. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais compléter? C'est bon. N'hésite pas après, si tu le souhaites. Tu as travaillé entre autres pour le groupe Nestlé, en occupant notamment le poste de direction générale finance et IT de Nestlé France. Puis en 2022, tu as rejoint Aramis en tant que directrice financière du groupe d'e-commerce automobile. Enfin, aujourd'hui, tu es partenaire au sein de Mineo, un cabinet de conseil dont la mission est d'accompagner les dirigeants des PME et des ETI dans leur transformation responsable. Merci d'être parmi nous. Nous arrivons à la moitié déjà. Claire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu as débuté toi aussi ta carrière dans les années 2000, d'abord en tant qu'acheteuse, et tu as ensuite évolué vers des postes de plus en plus stratégiques qui t'ont permis de développer une expertise en gestion de projet, en sourcing stratégique et en analyse des coûts dans un contexte international. Tu es directrice du développement durable et de la finance durable chez Alstom depuis 2021. Experte en RSE, en reporting extra-financier et en finance durable, tu as plus de 20 ans d'expérience au sein du groupe Alstom. Enfin, depuis ta prise de poste actuelle, tu pilotes notamment, entre autres nombreux sujets, la déclaration de performance extra-financière, la DPEF du groupe. Merci d'être parmi nous. Et nous terminons avec Eric. Merci Eric de te joindre à cette table ronde. Eric sera à nouveau la première personne qui prendra la parole et qui conclut le tour de présentation. Tu as toi aussi plus de 30 ans d'expérience sur les thématiques de la durabilité et du reporting extra-financier. Tu as notamment fondé et dirigé l'équipe Cleantech et Sustainability d'EY France. Depuis 2022, tu es le directeur des normes de durabilité
au sein d'un organisme qui s'appelle l'Autorité des normes comptables, l'ANC, qui est, je le rappelle, le principal organisme de normalisation comptable en France. Tu es représentant donc de cet organe au groupe d'experts techniques de l'EFRAG, qui est cette fois un organe au niveau européen sur le reporting de durabilité. Enfin, tu es aussi impliqué dans des groupes de travail sur la finance durable, à la fois au MEDEF et chez Accountancy Europe. Merci Eric d'être parmi nous. Merci à vous quatre de lancer cette table ronde. La première question, pour donner un petit peu de la perspective et directement entrer dans le vif du sujet sur qu'est-ce qui nous attend là aujourd'hui sur la CSRD. On va le faire avec Eric, qui va nous donner de la hauteur de vue sur le sujet. Eric, ça va commencer fort avec toi, puisque je vais te poser non pas une, mais directement 3 questions. Pour lancer cette table ronde, qui suivront, on va dire, un ordre chronologique. J'aimerais dans un premier temps, succinctement, que tu nous rappelles l'esprit initial du texte, la philosophie qui a animé au départ les rédacteurs de l'EFRAG. Comment ce texte voté depuis maintenant 1 an et demi environ, comment interprètes-tu ce qui en est sorti, ce qui s'est mis en place? Et enfin, puisque j'imagine que la question est un peu sur toutes les lèvres, autant l'aborder dans un premier temps maintenant. Plongeons au cœur de l'actualité. On vit peut-être un moment charnière pour la CSRD. Que va-t-il se passer pour toi potentiellement le mois prochain? N'ayez pas trop d'attente sur la 3e question. Donc effectivement, l'ANC, c'est l'autorité des normes comptables et de durabilité. Ça a été réformé pour étendre le champ de la comptabilité financière à la comptabilité extra-financière. Alors d'abord sur l'esprit des textes, donc la CSRD n'est rien sans le Green Deal. La CSRD, c'est le langage commun qui permet de donner les bonnes informations aux investisseurs, au monde de la finance, pour financer la transition. Et donc les 2 objectifs du Green Deal sur la partie transparence, parce que le Green Deal est composé de 2 parties, une partie sur l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la suppression des véhicules thermiques en 2035, donc ça c'est ce qu'on appelle les hard laws, donc des lois contraignantes, et puis il y a un volet plus sur la transparence, et donc qui s'adresse, c'est ce qu'on appelle la partie finance durable et CSRD et CS3D. Et donc l'objectif de la CSRD et de SFDR, taxonomie verte, pilier 3 pour les banques, et demain les ratios prudentiels pour les assureurs, donc, et la CS3D, toutes ces réglementations-là avaient pour but de financer, enfin la CSRD devait préparer les informations nécessaires pour que ces investisseurs puissent financer la transition. Donc les 2 objectifs, c'est piloter la transition pour les entreprises. Si on veut transitionner, il faut savoir d'où on part et où on va. Donc ça, c'est le premier objectif pour les entreprises. Et le deuxième, c'est financer cette transition en orientant les fonds des investisseurs sur les projets de transformation. Donc l'esprit est toujours bon. Le Green Deal, tout le monde le soutient quand même encore dans l'esprit. Mais aujourd'hui, le vrai risque, c'est avec à la fois les maladresses de la finance durable qui a été faite avant la CSRD. Et donc la CSRD les ESRS ont dû nourrir les informations demandées par la finance durable préexistante. Donc c'est ce qui explique aussi qu'elle soit lourde. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où, avec la situation politique en Europe, en France, en Allemagne, et puis ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrivée de l'administration Trump, on a une espèce de retour de balancier très puissant, irrationnel, et il ne faudrait pas que ça emporte tout le Green Deal sur la partie transparence. Mais il faut garder en tête que, je pense quand même, en Europe, tout le monde est conscient que compétitivité rime avec durabilité. Donc, mais par contre, c'est vrai que le Parlement européen a basculé. Avant, on était plutôt avec un Parlement progressiste. Là, on est plutôt sur un Parlement conservateur avec une majorité PPE et extrême droite. Donc voilà la situation. Donc, vous avez tous en tête qu'a été annoncée une simplification forte de tous ces textes, finance durable et CSRD, taxonomie, CS3D. Donc en ce moment, tout le monde y va de ces propositions. Et on aura la réponse le 26 février quand la Commission va présenter son projet de simplification. Aujourd'hui, sincèrement, on sait ce que les Allemands demandent, on sait ce que la France a. En tout cas, la position de la France a fuité, mais ce n'était pas une position qui était destinée à être rendue publique. Donc on pense qu'elle va encore évoluer. Ensuite,
L'Italie est en train de préparer la sienne. Et puis là, tous les jours, on a 3 ou 4 propositions d'organisations patronales françaises ou européennes. Et donc, on les analyse et on sait à peu près sur les 2 sujets importants. C'est est-ce qu'on reporte la totalité de la vague 2 ou juste une partie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on reporte juste pour les ETI, mais on garde les grandes non cotées dans la vague 2 ? Nous, on est évidemment favorable à ça. Et puis le deuxième gros sujet, c'est pour simplifier le secteur agnostique, la bonne solution, ce serait à notre sens de faire du sectoriel qui dise ce qui est matériel dans le 7.1 et qui rajoute les 30 données qui sont nécessaires pour les secteurs. Donc et on voit très bien que sur le marché, les fédérations professionnelles sectorielles sont en train de le faire de toute manière. Donc, réglementation ou pas, ça va avoir lieu. Donc, on pense que si c'était fait par l'Europe, ça aurait plus de force et ça améliorerait la comparabilité. Mais par contre, c'est compliqué d'expliquer à tout le monde que pour simplifier, on va rajouter une couche, surtout que l'EFRAG a quand même sorti des premières normes sectorielles qui sont pas bonnes, en fait. Et donc, voilà, c'est ça le débat d'aujourd'hui. Merci Eric pour cette première mise en bouche sur le sujet. Je me tourne maintenant vers Valérie pour la suite. Avec cette fois, j'aimerais qu'on en appelle à ton regard d'ancienne directrice financière. Tu as été DAF donc précédemment dans tes expériences. Quand tu vois arriver un texte comme la CSRD, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te dis bonne nouvelle ? Est-ce que tu te dis comment ça va impacter le service finance ? Quel écho est-ce que ça a eu dans ton parcours et ce que tu as pu observer dans ton entreprise ? Alors, quand je vois arriver le texte, sur le fond, je me dis génial, sur la forme, je me dis aïe, pour résumer. Non, pour moi, la CSRD, c'est une énorme opportunité pour le DAF, en même temps que c'est un des gros challenges et un des plus gros challenges qu'on a dû affronter depuis pas mal de temps. Opportunité, pourquoi ? Le rôle d'un DAF, c'est quand même d'assurer la création de valeur de la société et d'assurer sa pérennité financière. Et le DAF, il rame beaucoup, souvent, parce que, et c'est naturel, dans l'organisation, ce qui prime, c'est le très court terme et c'est l'opérationnel. On est d'accord, la performance financière, c'est la première condition pour que la boîte dure, mais c'est difficile pour le directeur financier d'aller forcer l'organisation à voir plus loin. Et donc là, la CSRD, c'est un formidable support pour que le DAF puisse embarquer toute la direction générale, toute l'organisation, vers une réflexion sur le long terme, élargir ce que c'est que de la création de valeur, et puis identifier des enjeux, des opportunités qui sont soit pas dans le radar, soit pas dans les priorités. Et on sait bien que c'est vraiment un enjeu essentiel que d'identifier et d'anticiper tous ces risques. Enfin, il y a pas mal de rapports qui sont sortis ces derniers mois pour dire qu'un tiers des sociétés existant aujourd'hui aura disparu d'ici 10 ans. Ça fait beaucoup de Kodak, pour reprendre l'exemple qui était donné ce matin. Donc il est temps, et le rôle du DAF, c'est d'éclairer ça. Donc ça, c'est pour la partie géniale opportunité. Après, pour la partie challenge, c'est sûr que ça change complètement, complètement. Ça complexifie le rôle du DAF. D'abord, en termes d'organisation et d'information à donner, puisque les informations dont on parle ne sont pas forcément des chiffres, elles ne sont pas habituellement reportées ou partagées dans l'entreprise, elles sont plus floues, parfois elles viennent de l'extérieur, donc ça c'est des choses qui n'étaient pas dans les mains des DAF jusqu'à présent. Le deuxième gros sujet, à mon sens, c'est un sujet de culture. Et donc c'est vrai que là je rejoins complètement ce que disait Arnaud tout à l'heure. On parle beaucoup de formation CSRD, de formation technique, mais il y a un vrai point de culture à double titre. Alors pour la fonction finance, les financiers c'est quand même des gens qui sont plutôt qui aiment les chiffres, les mathématiques, débit crédit, des choses doivent être claires, c'est blanc ou noir, c'est pas gris. Et l'information extra-financière, justement, elle est beaucoup plus dans le gris, c'est plus flou, c'est pas standardisé. Ou pas encore entièrement. Donc c'est des données. Moi je rapproche ça, je disais toujours à mes équipes, c'est qu'il vaut mieux être précisément faux ou directionnellement juste.
quand on fait des prévisions. Là, c'est le même débat en fait. Est-ce qu'on veut prendre plus d'éléments, et on sait que certains ne sont pas complètement précis, mais quand même ça nous met dans la bonne direction, ou est-ce qu'on veut rester juste sur ce qu'on connaît, et auquel cas il nous manque quand même un grand pan de l'histoire. Donc il y a ce deuxième élément où il va falloir acculturer les équipes finances pour prendre ces sujets gris. Et le troisième, c'est que ça force la finance à interagir beaucoup plus avec les autres fonctions de l'entreprise, puisqu'il y a des sujets en plus qui vont être discutés, échangés, partagés. La finance, elle a pour rôle d'écrire l'histoire. L'histoire, elle s'élargit beaucoup. Et ça aussi, des financiers, il faut qu'ils sortent un peu des fichiers Excel ou des SAP et aller échanger davantage avec tous leurs collègues. Si je peux me permettre, je ne l'ai pas mentionné, mais mettre le reporting de durabilité au même niveau de qualité que le reporting financier, c'était aussi un des objectifs. Et donc, d'où les difficultés que vous venez d'évoquer. Donc voilà, pour conclure, c'est une belle opportunité. C'est aussi une responsabilité parce que le DAF devient responsable. Tout à l'heure, on disait dans les boards que le board a l'obligation d'assurer la pérennité de l'entreprise. Le CFO, lui, il a l'obligation d'apporter tous les éléments qui sont nécessaires à ces instances pour bien réfléchir et prendre les bonnes décisions. Il ne les prend pas, mais il faut qu'il éclaire de la bonne manière. Merci Valérie et merci effectivement Eric d'avoir complété avec ta remarque. Cette idée de reporting financier et extra-financier au même niveau, avec la même qualité et le niveau d'exigence, on va, je pense, en parler effectivement maintenant avec Claire et Elsa. Claire, les sujets de reporting extra-financier, tu les portes au sein de ton entreprise. Elsa, toi, tu as accompagné énormément de sociétés sur ces sujets. La première question que j'aurais pour vous, c'est comment pouvez-vous témoigner de la mise en application de la CSRD en entreprise aujourd'hui? Qui est-ce que ça a mobilisé? Et est-ce que ça a vraiment amené des réflexions d'ordre stratégique dans le témoignage et l'expérience que vous avez eue? Alors, chez Alstom, la CSRD, on a commencé à travailler dessus, je pense, il y a entre 1 an et demi et 2 ans. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Valérie, moi, je suis du coup dans l'équipe CSR qui est raccrochée à la stratégie et historiquement, on ne travaille pas vraiment avec la finance en fait. On a commencé à travailler avec la finance pour répondre il y a 2 ans à l'EU taxonomie, à la taxonomie européenne. Et là, on s'est dit, tiens, en fonctionnant effectivement conjointement avec les équipes financières, on a beaucoup à apprendre et ça a bien fonctionné. Et du coup, dans le cadre de la taxonomie, dans le cadre de la CSRD, ce qu'on avait pu mettre en place pour répondre à la taxonomie européenne, on l'a robustifié. On a mis en place une gouvernance, des meetings, des interactions du coup avec le comité de direction et avec le board. Et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Pour rebondir aussi sur ce que tu disais, c'était le langage de communication où au départ, on ne parlait vraiment pas la même langue. Du coup, ça a pu être assez compliqué sur les premiers mois. Mais voilà, de plus en plus, on arrive vraiment à trouver des modes de fonctionnement qui nous font apprendre, grandir, se structurer pour effectivement préparer cette réponse à la CSRD. En termes de mobilisation, chez nous, on a effectivement constitué cette équipe qu'on appelle équipe cœur, donc CSR Finance. Et on travaille finalement avec tous les contributeurs des différents services de l'entreprise, donc les équipes environnement, les équipes ressources humaines, l'équipe éthique et conformité, pour ne citer que le Sustainable Procurement. Et on a mis en place en fait vraiment toute une organisation interne pour se mettre en ordre de bataille pour répondre à cette CSRD. Et on a nommé finalement un chef de pont par sujet, qui va avoir la responsabilité finalement de tirer et d'organiser en fait ce reporting. Je pense que ça répond, Antoine. Oui, merci, tu pourras toujours y revenir. Je propose qu'on passe la parole à Elsa. Exact. Sentez-vous libre de compléter à tout moment. Merci. Peut-être, alors, donc nous, on accompagne des entreprises sur la CSRD depuis novembre 2022, donc avant même que la CSRD soit adoptée en janvier 2023.
Et ce qu'on voit effectivement, c'est que le texte, il est quand même assez complexe à appréhender. Moi, très honnêtement, quand je l'ai vu arriver, ça faisait des années que j'écrivais des DPEF pour pas mal de grands groupes. Et quand j'ai vu arriver le texte, j'ai dit « Oh là là, c'est bon, j'arrête ». Et puis après, j'ai lu et j'ai dit « Ah non, mais en fait, il y a juste écrit tout ce qu'on prône depuis 20 ans est écrit et posé dans le marbre. Et donc, on va tous marcher ensemble vers le même chemin, quoi. » Et donc, comme l'a décrit Claire, ça a provoqué une mobilisation hyper intéressante. Ça a mis en branle des dynamiques vraiment intéressantes. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est la double... Alors, il y a la première étape qui est l'étape de double matérialité qui n'était pas forcément dans l'esprit de la CSRD au tout démarrage, parce que je vais te paraphraser, Eric. L'idée de départ, c'était d'avoir un petit pool d'informations imposées aux entreprises à publier pour que leur performance ESG soit comparable et que les investissements soient possibles en choisissant des entreprises plus durables. Mais l'Europe étant un continent qui fonctionne de manière démocratique, beaucoup de parties prenantes ont pris parti, enfin ont été sollicitées dans l'élaboration des textes, et donc on est passé d'un petit pool à 300 pages d'exigences. Pour répondre à toutes les choses qui tiennent à cœur aux différentes parties prenantes. Bref, pour pouvoir faire le tri dans tout ça, on a rajouté une couche qui est l'analyse de double matérialité, qui est décrite dans la CSRD avec beaucoup de prescriptions, enfin c'est pas de prescriptions, justement beaucoup de recommandations, et qui sont interprétées par un certain nombre d'acteurs de manière assez littérale, ce qui pousse les entreprises à mettre en place une méthodologie assez complexe. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour les personnes qui nous suivent, oui, la double matérialité, c'est simplement l'idée de dire on va obliger les entreprises à faire la lumière sur comment elles impactent l'environnement et la société au travers des sujets de durabilité, et inversement, comment ces sujets peuvent créer des risques et des opportunités qui vont avoir des incidences financières majeures pour elles, sur leur capacité à se financer, sur leur trésorerie, sur la capacité à faire leur chiffre d'affaires, etc. Bref, donc cette double matérialité, c'est un exercice compliqué, mais quand on le met en œuvre et qu'on est accompagné, c'est une super opportunité de mobiliser dans l'entreprise. Donc on a vu vraiment des gens, c'est ce que tu expliquais, se mettre autour de la table, confronter leur point de vue et leur compréhension de l'entreprise avec chacun son métier pour identifier les impacts, les risques, les opportunités et les hiérarchiser. Et on a eu vraiment des moments de réflexion stratégique ou des moments de prise de conscience. Donc on a un membre de Comex qui, quand on lui présente les résultats, dit en fait, tout ça se serait réglé si on n'existait pas. Donc c'est vraiment une prise de conscience de là, il faut vraiment qu'on transforme notre modèle parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on a vraiment des vraies prises de conscience. Ça reste un exercice compliqué. Et alors là, donc ça, c'est les doubles maths, c'était l'année dernière. Il y en a encore, bien sûr, qui sont en cours d'élaboration. Et là, je vous parle à un moment où on est en plein dans la finalisation des premiers rapports de durabilité. Donc ça va pas plaire à Eric, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont pris le pli de faire de la conformité. En fait, le texte, comme il est compliqué à comprendre, à décrypter, c'est difficile pour des publics qui n'ont pas tous 20 ans d'expertise en RSE de prendre de la liberté par rapport à ce texte-là. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises. J'ai participé à un club de relations investisseurs au début du mois de décembre. Ils nous partageaient qu'ils en étaient à des drafts de rapports de durabilité de 200 à 300 pages, poussés par les auditeurs aussi. Donc, bon. Ils étaient tous très insatisfaits d'en être là et tous avaient pour objectif d'arriver à une V2, V3 qui soit retombée à 100, 150 pages. Donc on a vraiment une difficulté d'interprétation des textes, une tendance à faire de la conformité, parce que pour un premier exercice, quand on n'a pas d'exemple, on suit la règle, et puis surtout quand on est poussé par des auditeurs qui sont assez exigeants. Voilà ce que je peux vous dire. Il reste devant nous la question du tagging aussi, qui, pareil, pose aussi pas mal de questions par rapport à sa lourdeur et à la manière de le mettre en place, et surtout à son efficacité. On se pose la question parce que 3/4 des informations sont des informations qualitatives, et donc avoir un point d'accès de toutes les données gratuit pour que les entreprises, pour que les analystes puissent vraiment faire des analyses de comparaison des données, c'est hyper intelligent et c'est ça ce dont on a besoin. Mais comment comparer des informations à propos des politiques, on n'est pas très sûr. Voilà où en sont les entreprises aujourd'hui.
Très honnêtement, elles s'en sortent quand même vraiment pas mal. Mais c'est vrai que ça a été un gros coup de chaud et une mobilisation compliquée. Et on n'a pas aujourd'hui les auditeurs autour de la table, et je pense que ça, c'est un vrai sujet, c'est la manière dont les auditeurs se sont positionnés sur leurs travaux. Ils sont dans une situation un peu compliquée parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes d'audit, et donc ils avancent aussi un peu à l'aveuglette. Merci Elsa, je rebondis sur ce dernier point, je pense sur la question des auditeurs. Claire, tu as aussi un partage par rapport à ça que tu aimerais nous faire ? Alors, pour rebondir aussi sur ce que disait juste Elsa avant, moi j'ai trouvé ça assez rassurant en faisant la gap analysis entre ce qu'on mettait précédemment dans la DPEF et ce qu'on vient finalement mettre dans la CSRD. Une fois qu'on a eu fini cet exercice, on s'est tous bien rassurés. Il y avait aux alentours de 35-40%, où déjà on avait les éléments qui étaient dispo, qu'il fallait peut-être reformater différemment. Mais du coup, en fait, on s'est aussi dit, on ne part pas de zéro, tout va bien. Derrière, il va falloir phaser la suite. Après, sur la DMA, nous, on a mis à peu près 8 mois à la coucher. Est-ce que tu peux expliciter l'acronyme DMA ? Double Materiality Assessment, c'est ça, analyse de double matérialité. C'était très passionnant et intéressant de faire, du coup, de lister tous ces opportunités, merci. Tous ces impacts, risques et opportunités, et de venir finalement les coter au regard des interviews qu'on pouvait avoir des différentes parties prenantes, et de se reposer en permanence des questions, parce qu'on a pu finalement accoucher d'une première matrice et se dire mais en fait ça n'a pas trop de sens quand on regarde, une fois qu'on a positionné tous les points sur cette matrice de façon assez intuitive, on ne les aurait pas mis à cet endroit-là. Donc refaire tourner en fait la moulinette, on a à peu près 350 à 400 risques, opportunités, impact, risques et opportunités. Du coup revenir tout mouliner pour finalement, après plusieurs itérations, réflexions, échanges effectivement en interne, se dire ok, cette photo nous semble la bonne représentation des enjeux pour l'entreprise. Suite à ça, on a eu effectivement la couche auditeur, où là, de nouveau, on a dû répondre à énormément de questions, à rebeloter cette matrice pour retirer finalement certains impacts, risques et opportunités, repositionner certains... je suis désolée, j'ai que les mots en anglais, je parle que en anglais, du coup ça me vient. Vas-y, on va t'aider. Les material topics, les sujets matériels, excusez-moi. Et du coup, pour finir, là, je dirais, nous on clôture le 31 mars. On avait commencé cet exercice de double matérialité en décembre de l'année dernière et janvier du coup 2024, et on a validé avec les auditeurs là au mois de novembre. Donc voilà, pour dire que c'est un exercice effectivement très enrichissant, passionnant, mais voilà, il faut rester assez humble, patient, faire plusieurs itérations pour que tout le monde soit confortable finalement avec ce qu'on va pouvoir en ressortir. Et effectivement, le travail avec les auditeurs, enfin voilà. Moi, je pense que je l'ai un peu sous-estimé parce qu'on est vraiment avec les auditeurs tous les jours. Ça prend pas mal de temps et d'énergie. Mais comme ils apprennent finalement au fil de l'eau, en même temps que nous, on grandit ensemble. Donc bon, j'espère que ce sera beaucoup mieux l'année prochaine. Merci Claire, on te le souhaite. Eric, je vois que tu avais envie de réagir. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, l'appropriation et la conduite du changement, c'est un des bénéfices de la CSRD et des ESRS. Par contre, effectivement, la double matérialité, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la société civile n'avait pas confiance dans les auditeurs, qui sont payés par les entreprises. Donc, ils ont dit, on va mettre tout dans les ESRS. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, de l'autre côté, vous avez les auditeurs. Peux-tu nous rappeler ce que sont les ESRS ? Les ESRS, donc, c'est les normes. C'est les normes, les 12 normes de la CSRD. Et donc, les auditeurs, aujourd'hui, ils ont peur de la mise en jeu de leurs responsabilités, parce que en tant que commissaire aux comptes, ils ont cette responsabilité-là. Donc, ils sont extrêmement pointilleux. Et donc, j'ai des exemples du type, est-ce que les tabliers des gens qui travaillent dans les cuisines de restaurants d'entreprise ont été fabriqués par les Ouïghours? Et donc, est-ce que c'est matériel? Parce que c'est dans la chaîne de valeur. Voilà, donc quand vous travaillez dans la RSE, vous savez que ça n'est pas le bon sujet qu'il faut conserver dans la matérialité. Mais c'est des questions pour des novices, souvent des commissaires aux comptes qui ont découvert cette année
les sujets de RSE, il y a des questions comme ça qui sont parfois à côté de la plaque, et donc ça alourdit grandement les processus, quoi. Mais je pense que dans 2 ou 3 ans, tout le monde le niveau général va monter, et donc on aura moins ces problèmes-là. En tout cas, il faut l'espérer. Elsa, un retour peut-être? Non, ça me faisait penser que, comme on est dans une porte ouverte écolone, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un besoin de former beaucoup de compétences pour les entreprises, mais aussi pour la partie audit, quoi. Et que les 90 heures de formation, c'est peut-être pas assez pour être capable d'auditer des données qui sont, comme l'avait expliqué Valérie, beaucoup plus complexes, très diverses, très difficiles à appréhender. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'ai commencé chez EY, d'avoir été moquée parce que je faisais de l'audit de données extra-financières par les auditeurs financiers. Et je pense que maintenant qu'ils se frottent aux informations extra-financières, ils doivent porter un regard différent sur les équipes qui font ça depuis 20 ans et qui ont construit les pratiques depuis longtemps, quoi. Merci Elsa. Un retour Valérie? Oui, simplement pour ajouter, je pense que la CSRD, son objectif est excellent. La démarche qui a été crantée, elle est claire, elle est super pertinente, et je travaille surtout avec des sociétés plus petites, ETI, PME, Vague 2 et autres, et c'est une vraie aide pour se structurer. Après, le texte en lui-même, c'est vrai, a été rédigé de manière compliquée, et une bonne partie des conseils et autres et des grosses sociétés qui se sont engagées dedans l'ont appliqué à ce paire de bouc, quoi. Ça a été très scolaire comme application, à la fois par manque de compréhension et à la fois par stress de ne pas bien faire, qui est le stress d'une information financière. Et donc peut-être le tort a été de vouloir être aussi rigoureux sur de l'extra-financier que sur du financier, alors qu'on n'est pas prêt du tout, on n'est pas mûr, c'est pas la même catégorie d'information. Maintenant, si on lit bien le texte, et chez Minéo, c'est ce à quoi on s'est attaché à faire, de bien digérer les 350, je ne sais plus combien de pages, et qu'on a réfléchi à la philosophie et au sens, on déroule, nous, nos missions CSRD sans parler un moment à nos clients de standards, de data points et de je ne sais quoi. On leur parle business. Et ils ont de la valeur. Et en même temps, on garantit la conformité. On a bien échangé avec les auditeurs, ça leur va, c'est bon. Donc il y a manière de s'approprier ce texte parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tout ce qui est dedans, c'est ce sur quoi on travaillait déjà depuis un certain temps, ce que tu disais aussi. Mais il y a la lettre et il y a l'esprit. Si on garde l'esprit, on peut vraiment l'appliquer d'une manière qui fait du sens et qui est compréhensible. Mais ça demande de digérer la chose. Merci beaucoup Valérie, cette prise de parole est une très bonne transition vers la prochaine question, alors que j'avais en premier lieu pour Claire et Elsa à nouveau avec le regard d'entreprise que vous avez, mais Eric et Valérie, sentez-vous libres bien sûr de rebondir comme vous l'avez fait. Il a été question, il me semble que c'est Elsa toi qui en parlais, de grande mobilisation que ça suscite, ou alors de vraie prise de conscience, et en même temps tu parlais aussi d'entreprises qui vont plutôt confiner à une forme de tendance à la conformité sur cet exercice de la CSRD. Et la question que j'aurais alors pour vous serait de dire, s'il fallait placer un curseur sur le niveau de mobilisation des ressources sur ce sujet, entre d'un côté les ressources mobilisées sur la partie stratégie, plan de transformation, et de l'autre côté les ressources qu'on va cette fois mobiliser davantage pour créer de la donnée, les data points dont tu parlais Valérie, par rapport à des exigences de reporting, où est-ce que vous placeriez ce curseur par rapport à ces deux directions? Est-ce qu'on est sur du 10-90, du 50-50, autre chose? Votre appréciation par rapport à ça? Nous, de notre point de vue, clairement, cette année, c'était CSRD toutes. Donc, les moyens étaient mobilisés sur ce sujet. Et on attend un peu que les premiers rapports de durabilité soient terminés pour que les entreprises reprennent le fil de leur démarche RSE, de leur stratégie, se repenchent sur leur politique et approfondissent les sujets eux-mêmes plutôt que simplement le reporting sur les sujets. C'est un peu normal, et d'ailleurs c'est aussi une des vertus de la CSRD, c'est que ça a mobilisé beaucoup de budget, et je pense qu'il y a pas mal de directeurs RSE qui sont contents d'avoir réussi à montrer qu'on ne peut pas créer de la valeur ESG sans avoir des budgets pour le faire. Voilà, il ne faudrait pas que ça reste cette tendance-là trop longtemps, et voilà. Ouais, je te rejoins tout à fait Elsa, en fait la stratégie ça va plutôt être du temps long.
Donc il va falloir prendre le temps d'intégrer tout ce qu'on aura pu collecter, digérer, présenter, pour effectivement le mettre en fait en perspective. Là, quand on est vraiment dans l'œil du cyclone pour sortir effectivement les données, là, dans le cas de mon entreprise fin mars, on n'est plus trop effectivement sur cet aspect un peu stratégique, mais on est plutôt sur la compliance réglementaire. Donc c'est vrai que je pense que là, on est actuellement maintenant sur une mobilisation des ressources liées à la production de la data, pour après faire, je dirais, prendre du recul et retravailler du coup sur une stratégie moyen-long terme. Oui, ça, c'est un des effets rebonds négatifs. C'est effectivement la plupart du temps et de l'investissement des entreprises sont focalisés sur le reporting, alors qu'évidemment, quand je disais l'objectif, c'est de piloter la transition, il faut qu'il y ait quelque chose à piloter, quoi. Et donc, le vrai sujet, c'est quand même de mettre en place les actions. Et finalement, là, le pushback sur la CSRD et les ESRS, ça peut être l'occasion de lever un peu le pied sur le reporting et de se remettre au travail sur les actions de transformation. J'avais un directeur du développement durable qui fait partie du C3D qui dit, lui, mais en fait, le rapport... Le C3D, Elsa, pardon. Le C3D, c'est le collège des directeurs du développement durable. Donc c'est un club qui a été créé dans l'idée que les directeurs de développement durable sont tout seuls dans l'entreprise et ils ont besoin de s'entraider et de partager des bonnes pratiques. Et donc Sébastien Mandron lui dit le rapport de durabilité, c'est pas l'aboutissement de la CSRD, c'est la ligne de départ de votre travail de transformation de l'entreprise. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut se dire si on veut garder une note positive, c'est qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis pour produire ce rapport qui est notre ligne de départ, et tous ces moyens-là, ils vont être mobilisés sur la transformation de l'entreprise pour la suite. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci Elsa. Valérie, un retour là-dessus ? Je pense qu'effectivement, le gros tort de cette complexité, c'est que ça a détourné les responsables RSE et l'organisation, ça a détourné du temps et pas mal d'argent, parce que la complexité a fait que y a de gros budgets en conseil et autres qui ont été débloqués. Et donc, à l'inverse, si les politiques annulaient tout aujourd'hui, ce serait un gâchis extraordinaire pour l'économie française et les économies qui ont transposé, ce qui n'est pas le cas de 14 pays en Europe. Donc il faut aussi que les politiques prennent conscience de ça, parce que je ne suis pas sûr que, quand j'analyse les réponses de l'AFEP, du MEDEF et de la CPME, par exemple, elles sont moins extrêmes que la position de certains États, dont le gouvernement. Oui. Donc des fois, je m'interroge. Donc en tout cas, en France, il y a quand même des entreprises responsables, historiquement, qui ont déjà beaucoup travaillé et qui sont plutôt motivées pour continuer à le faire, mais de façon plus simple. Merci Eric, et je rebondis sur une chose que tu me partageais, Claire, quand on a échangé sur le sujet. On a l'impression que sur ces notions d'extra-financier, en fait, l'entreprise a 2-3 ans pour se mettre à niveau, là où la finance plus classique a eu 10 à 15 ans pour le faire. Est-ce que c'est un ressenti que vous partagez ? 100 ans même, me souffle Elsa à ma droite. Ne venant pas de la finance, je dis peut-être ça de façon très à l'aise, mais effectivement, en fait, je pense que la trajectoire qu'on nous demande de tenir, 3 ans globalement, on n'est pas capable d'aller collecter toute cette donnée, la mettre en conformité, d'avoir le niveau d'audit approprié pour pouvoir effectivement sortir ça. Donc il faudrait que ce soit un petit peu plus, effectivement, soit on sélectionne certaines normes, soit on se donne un petit peu plus de temps ou de la progressivité pour permettre d'arriver effectivement sur cette comparabilité, transparence à terme, plutôt que d'éviter effectivement de tout remplir, boucher toutes les cases et de se dire « Ah, c'est bon !» ce qui n'est pas du tout l'objectif. Oui, si je peux rebondir Claire, sur ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, on aurait intérêt à simplifier le paysage réglementaire parce qu'on a la norme actuelle CSRD, la norme pour les PME cotées, qui n'a pas la même structure, qui n'est pas exactement faite pareil. Donc si on grossit, à un moment donné, il faut tout changer. La norme volontaire pour les PME, qui est essentiellement des KPIs reportés. Plus la taxonomie, etc., j'en passe. La CS3D qui arrive. La CS3D qui arrive. Tout ça, c'est quand même... Elle va arriver lentement, je crois. Elle arrive. Donc, pour moi, avoir une norme dans laquelle on aurait des éléments qui sont obligatoires progressivement dans le temps,
Et je ne sais pas ce qu'en pense Eric, parce que c'est l'expert plus que je ne le suis, mais moi j'aurais dit la première année, on se concentre sur, pour la nouvelle vague, on se concentre sur la matrice de double matérialité et le SRS2, peut-être aussi le bilan carbone, parce qu'il est quand même obligatoire depuis 2012 pour les entreprises de plus de 500 salariés, donc il est un peu temps de s'y mettre, mais on pourrait se dire qu'il y a le temps de simplifier les textes parce qu'il y a de quoi faire, mais on continue à avancer sur la matrice de double matérialité, ECRS2. Ça pose quand même, ça met l'entreprise sur les rails pour bien réfléchir. L'année d'après, on continue sur les plans de durabilité. Et puis les indicateurs et les standards obligatoires arrivent progressivement en fonction des enjeux de l'entreprise. Pourquoi coller les mêmes priorités? Ça ne fait pas de sens. Un peu comme la taxonomie, Donc, une mise en place petit à petit. Mise en place progressive avec de l'obligatoire et du facultatif, et l'obligatoire en fonction de la taille de l'entreprise et éventuellement de son secteur arrivant. Mais pourquoi ne pas... Je vois les auditeurs aujourd'hui, ils sont focalisés aussi beaucoup sur le SRS2, parce que finalement le reste est encore assez flottant. Pourquoi ne pas aller dans cette direction-là, au lieu de se dire qu'on fait plusieurs types de standards qui complexifient quand même encore les choses? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des... Juste avant de répondre, Eric, peux-tu nous rappeler ce que couvre le SRS2, justement? Alors, le SRS2, c'est les exigences générales, et notamment autour de la gouvernance, des liens entre les enjeux de durabilité et la stratégie de l'entreprise, l'identification des impacts, risques et opportunités. Et donc, c'est un peu le cœur du système, si je puis dire. Alors, ce que vous proposez effectivement sur la table, ça fait partie des options possibles pour l'omnibus. Je suis de retour. Qu'est-ce que l'omnibus, Eric? Alors, l'omnibus, c'est le paquet de simplification que la Commission européenne veut proposer le 26 février. Donc, ce sera, il y aura du niveau législatif, du niveau décret d'application, et donc ça fait partie des sujets. Mais sur ce que vous avez évoqué, c'est ce qu'on appelle les mesures transitoires, donc d'application progressive. Et donc aujourd'hui, il y a déjà le scope 3 n'est pas demandé la première année. Tout S1, donc les informations sociales sur le personnel de l'entreprise n'est pas demandé la première année. Tout ce qui touche au social dans la chaîne de valeur, donc les communautés affectées, les travailleurs de la chaîne de valeur, etc., ça n'est pas avant 2 ans. Donc il y a déjà des choses comme ça. Donc on pourrait aller encore plus loin. La biodiversité peut aussi être différée de 2 ans. Donc tout ça, c'est déjà dans les textes. Donc, mais effectivement, c'est peut-être pas très bien connu. Et ensuite, on pourrait aller plus loin, on est d'accord là-dessus. Mais on ne résoudrait pas le problème du poids, de la lourdeur de l'analyse de double matérialité qui donc pourrait être résolue de façon simple par une liste d'enjeux matériels par secteur. Donc juste ça simplifierait la vie de tout le monde et ça éviterait de faire perdre du temps dans les discussions entre préparateurs et auditeurs. Parce qu'autant les discussions internes à l'entreprise sont bonnes pour la conduite du changement interne, autant la discussion avec l'auditeur, elle est parfois lunaire. Oui, parce que la discussion avec l'auditeur, elle consiste surtout à limiter le risque pour l'auditeur, en fait. Donc, en fait, pour l'entreprise, ça n'apporte pas beaucoup de valeur. C'est construire du dossier de justification et le résultat est toujours le même en attendant. En attendant que ça te revienne peut-être encore clair, un retour si tu en as un là-dessus, puis Elsa, et on passera à la question suivante. Non, je pense que Eric et Elsa moi, j'ai une question pour Eric. Est-ce qu'on sait, le 26 février, si c'est un nouveau texte qui va être publié ou si c'est les nouveaux objectifs d'un texte qui sera à écrire? Alors non, il n'y aura pas de... Alors déjà, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un texte, c'est un paquet de textes et c'est des propositions des orientations. On pense que derrière, il y aura encore un travail important parce que si vous voulez, la mécanique européenne, elle est complexe. Vous avez la Commission qui propose, et si c'est du législatif, il faut derrière qu'il y ait un trilogue entre le Conseil des ministres et le Parlement européen et la Commission. Donc ça prend 6 mois minimum. Et donc sur le législatif, ça va prendre du temps. Après, sur ce qu'on appelle le niveau 2, donc c'est les décrets d'application. Donc là, ça peut aller plus vite. Donc typiquement, des mesures transitoires pourraient être prises rapidement
pour la vague 2. La vague 2, aujourd'hui, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'en France, dans les pays qui ont transposé, comme la France, ça a démarré le 1er janvier. Et donc, si vous voulez, pour changer la transposition française, pour donc retirer cette obligation aux entreprises non cotées de la vague 2 française, ça va prendre du temps aussi. Hein. Et donc, il y a un vrai sujet juridique. Comment fait-on pour... vous voyez, le report, il ne peut pas se décréter comme ça du jour au lendemain. Un report de la vague 2, c'est du niveau 1 législatif. Ça demande un trilogue. Donc, ce n'est pas avant cet été, quoi. Ce n'est pas la France toute seule qui peut décider de sortir de la vague 2. Donc ça veut dire grosse prise de risque pour des entreprises qui diraient j'attends de voir j'attends d'être voir si je suis obligé ou pas. Parce que... Alors, oui, je pense qu'il faut, mais vous l'avez dit, je pense que les entreprises doivent faire ce qui est bon pour leur business. Donc, ce qui va permettre d'améliorer leur compétitivité grâce à la durabilité. Donc, développer des produits, des portefeuilles de produits et services durables, qui consomment moins d'environnement, qui émettent moins, etc. Donc, ça, il faut qu'elles continuent à le faire et qu'elles reportent dessus le plus possible conformément aux ESRS, mais en ayant en tête que, voilà, je pense que l'audit, on espère, sera moins fastidieux que pour la vague 1. Merci Eric. Je vous propose d'arriver tranquillement à la suite de notre table ronde. Ça a déjà été évoqué dans plusieurs éléments de réponse que vous avez partagés, autour notamment de la grande densité du paysage normatif, la CSRD mais pas que, la grande complexité du texte, et notamment aussi cet écart entre le temps très court et le temps long de l'entreprise pour opérer justement ce processus de transformation. J'aimerais que ces points-là, on les aborde, on les creuse et on en ajoute d'autres à travers la question suivante. D'après vos expériences maintenant croisées, qu'est-ce qui a fait que, selon vous, ce texte a été rejeté ou a pu créer une forme d'hostilité ou de réticence ? C'est parce qu'on s'endort quand on le lit. La réalité, c'est qu'il le vocabulaire est complexe. Ouais. Non, il est très compliqué. Il a été écrit par des comptables et qui ont voulu s'inspirer des IFRS. Voilà. Et donc, sincèrement, c'est ça. Ne serait-ce que même dans le format, avec, par exemple, les application requirements, donc les exigences complémentaires qui sont en annexe. Opérationnellement, quand vous lisez une exigence, il faut que vous ayez 30 pages derrière pour voir ce qui complète l'exigence principale. C'est absurde. Et ça, c'est parce que les IFRS sont construits comme ça. Et donc, voilà, il y a plein d'exemples. Et donc, la complexité même du phrasé, c'est très conceptuel, alors que pour des gens de la RSE qui ont toujours été plutôt pratiques et efficaces, c'est un choc culturel, ça c'est clair. Mais ça a été efficace pour attirer des financiers sur les sujets, parce que des financiers qui ont lu les ESRS, ils se sont trouvés dans un univers qu'ils connaissaient très bien, puisque ça ressemblait beaucoup aux IFRS, et donc ils se sont intéressés au sujet ESG. C'était quand même un des objectifs de la CSRD. Donc c'était malin. Je témoigne pour tous les financiers qui trouvent aussi ça totalement indigeste. Elsa, si tu souhaites terminer, merci pour le joker, Valérie. J'avais fini. Claire, un retour là-dessus. Je sais que quand on avait échangé aussi, le titre de cette table ronde reprend évidemment un film que vous connaissez sans doute qui est Sauver le soldat Ryan. Quand on a échangé là-dessus avec Claire, elle m'a dit ça m'inspire un autre film. Claire, je te laisse nous le partager. Moi, ce que je disais à Antoine, ça m'a fait plutôt penser à Forrest Gump. La CSRD, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et effectivement, plus on essaye plus on creuse, plus on avance, plus on découvre on apprend des choses, mais aussi des déconvenus, des ajustements à faire en permanence. Donc, voilà, petite anecdote. Merci. Sur pourquoi le texte est rejeté, donc j'ai évoqué en introduction le contexte géopolitique quand même. Donc ça, c'est majeur. Si vous voulez, il y a 2 ans encore, une entreprise ne pouvait pas se permettre de dire à la société civile « Moi, je n'ai pas envie de donner des informations sur comment je traite les ONG sur mes sites en Afrique, par exemple. » Donc ça, c'était malvenu, c'était politiquement incorrect. Aujourd'hui, c'est complètement correct. Vous pouvez dire n'importe quel... le paradigme a changé, quoi, en fait. La parole, l'administration Trump et avec Musk, ils ont contribué à libérer une parole qui est presque irrationnelle. Et donc, on est en plein dedans, là. Et donc,
il y a quand même un problème de conjoncture, enfin de temporalité. La taxonomie, franchement, la taxonomie verte est plus complexe et moins bien faite que les ESRS. Mais ça fait 2 ans, donc elle a été plus ou moins digérée, et aujourd'hui, on parle plus de la CSRD que de taxonomie. Alors que, franchement, il y aurait à redire beaucoup sur la taxonomie. Nous, on pense par exemple que la taxonomie verte, on pourrait se débarrasser des DNSH quasiment en intégralité, sauf quelques-uns, et il y en a 675. Hein. Alors autant on connaît les 1000 data points des ESRS, mais les 675 DNSH, alors c'est un peu technique. Hein, mais... Les critères qui disent que... Does not significant harm. Voilà, on ne fait pas de dommages aux droits humains et à la sécurité en développant des activités propices à l'environnement. C'est-à-dire que c'est un 3e rideau de filtrage dans la taxonomie. Donc c'est même pas très important, et pourtant il y en a 675. Et là, personne ne cite. Et autre élément du rejet, donc il y a la conjoncture. Autre élément du rejet, c'est cette communication très maladroite sur ces 1000 points de données. Parce qu'en fait, on avait l'habitude de raisonner en indicateurs. Donc les indicateurs des ESRS, il y en a à peu près 240 quantitatifs, et qui doivent être filtrés par l'analyse de matérialité. Donc à la fin, il doit en rester une grosse centaine. Donc on n'est pas sur 1000. Donc les 1000, c'est des points de données qui sont nécessaires, des informations qui sont potentiellement nécessaires pour répondre à une grosse centaine d'informations. Donc voilà, sur le plan de la communication, je pense que ça aurait été malin de faire autrement. Ça a ouvert tout un business, hein. Parce que le nombre de sociétés qui sont mis à créer des systèmes informatiques, des logiciels, parce qu'il y avait 1100 data points à gérer et que ça allait faire papa, maman et le reporting tout seul. Alors là, je pense que ça a été dramatique, parce qu'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites dans ce sens-là, alors qu'il n'y avait pas de tangible derrière, comme tu le dis. On n'adresse pas 1100 data points, quoi. Aujourd'hui, quand nous, on travaille sur des projets de normes sectorielles bien faits, on arrive à... Dans la partie des 12 ESRS existantes, là, les 1000 data points, en général, il y en a aux alentours de la moitié. Ça varie entre un tiers et 60% pour les secteurs les plus impactants, comme l'oil and gas, le pétrole et le gaz. Eux, ils vont plutôt avoir 60% de ces 12 normes. Mais il y a plein d'autres secteurs. Les carrières, par exemple, n'ont que 40% de ces normes. Donc, vous voyez, et une fois de plus, les 1000 data points, il y en a déjà 275 qui sont optionnels de toute manière. Donc, il faut parler plutôt de 800. Et donc, parmi ces 800, ils sont quasiment... Enfin, les 3/4 ou les 80% sont soumis au filtre de la matérialité. Donc, à la fin, il n'en reste pas tant que ça. Mais effectivement, il faut avoir un peu de recul sur tout ça. Et je pense que la première année, personne n'a eu ce recul, ni les préparateurs, ni les auditeurs. Chez les préparateurs, surtout les financiers qui ont découvert la matière. Et donc, du coup, tout le monde essaye d'appliquer de façon conforme et un peu scolaire, comme vous l'avez dit, alors qu'il faudrait prendre du recul plus que jamais et devenir scolaire peut-être plutôt dans 3-4 ans. En fait. Donc, on a fait l'inverse. Je prends du recul, moi, sur le timing. On va arriver tranquillement au temps des questions-réponses. J'aimerais peut-être encore prendre, Claire, ta réponse là sur cette question avant de passer à celle qui clôturera notre table ronde, avant de prendre les questions du public. Pour compléter ce que dit Eric, nous, dans notre cas, effectivement, on ressort avec moins de 20 sujets matériels de l'analyse de matérialité. Et suite aux différents tamis, au phasing et effectivement au sujet entre le mandatory volontaire, on est à peu près sur 550 data points. Donc effectivement, on est bien dans ce que tu disais. Et il y en a certains, effectivement, où on va juste expliquer que voilà, on commence à se pencher sur la question, mais on n'est pas encore en capacité de proposer une réponse complète en profondeur. Et on peut aussi rappeler que la CSRD, c'est une obligation de transparence. Exactement. Et pas de comportement. Et exactement. Donc, si sur un point de données, on n'a pas l'information ou on ne souhaite pas, enfin, on n'a pas l'information ou elle n'est pas suffisamment fiable pour être publiée, il est recommandé même de ne pas la publier. Et on peut presque s'interroger sur la raison pour laquelle les auditeurs ont tendance à pousser à la publication, alors que ça les met dans la situation de devoir valider des informations dont le process d'élaboration n'est pas fiable et dont le résultat n'est pas fiable. Et pourtant, c'est ça qu'on a vécu là pendant cette saison de préparation des premiers rapports.
Éric, un dernier mot. Moi, je voulais juste compléter sur le nombre de points de données. Là. Sur les 800 donc, qui sont obligatoires, il y en a 600 qui sont qualitatifs. Et alors c'est beaucoup trop, évidemment, mais c'est parce que l'EFRAG a voulu faire une cathédrale en comptant les pierres, quelque part. Alors qu'il aurait peut-être fallu faire une église, simplement. Et donc, vous pouvez, du narratif, vous pouvez le découper en autant de points de données qu'il y a de mots, finalement. Et donc là, c'est un peu le travers dans lequel est tombé l'EFRAG, c'est qu'ils ont découpé des paragraphes de narratif. Donc, par exemple, rien que sur les méthodes de reporting, donc qui sont juste des phrases de méthodologie, sur quelle période, des choses basiques, il y a 37 points de données, alors que ça pourrait être un paragraphe qui dirait expliquer quelle est la méthode de reporting que vous suivez, point. En fait, quand on lit les VSME, là, les normes pour les entreprises volontaires, en une phrase, alors, s'il te plaît. On a l'esprit et on comprend tout de suite ce qu'il faut faire de manière très simple en 2 pages, sur le SRS2 par exemple. Merci pour tous ces échanges et le côté extrêmement vivant d'un sujet qui pourrait au départ paraître extrêmement technique et potentiellement soporifique, ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous propose justement de finir avec une question très ouverte qui serait pour chacune de vous 4 la suivante. Est-ce qu'il faut sauver le soldat CSRD? Et si oui, comment? Si vous pouviez un peu faire votre liste de vœux pour une prochaine version, qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Quelle forme est-ce que ça prendrait? Nous, on dit oui à l'allègement pour les moyennes entreprises. On dit oui à des normes sectorielles prescriptrices, en fait, hein, c'est ce que tu dis, Éric. On dit non à dégrader les exigences sur le climat. Il nous semble qu'il faut garder l'exigence que les entreprises publient des objectifs climat alignés aux accords de Paris. Je ne veux pas tout dire, je veux peut-être... Merci d'avoir ouvert le bal, Elsa. Je rebondis en étant assez d'accord, et c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Moi, je dis oui, il faut garder la CSRD parce que c'est pour les non convaincus et pour les PME, ETI non convaincus, le moyen de s'engager et de réaliser qu'il y a quand même quelque chose à faire. Pour ceux qui sont convaincus, en général, ils ne sont pas très organisés. Donc, il y a beaucoup de dispersion d'efforts, de moyens qui sont mis, mais qui ne sont pas assez canalisés. Donc, c'est l'occasion d'avoir une démarche plus structurée. Donc, je dis oui, il faut vraiment continuer. Maintenant, une norme simplifiée, si on peut éviter les redondances et rédiger ça d'une manière plus simple, probablement limiter, même pour les gros groupes, le nombre de données, en particulier qualitatives, ça serait quand même beaucoup plus sain. Il y a une question de transparence aussi financière qui peut toucher des sujets stratégiques qui est un peu sensible, hein. Alors, on peut s'en épargner, mais je travaille pas mal aussi avec des gros groupes qui, à la DFCG, qui sont complètement crispés sur un certain nombre d'informations qui les mettent en porte-à-faux par rapport à des concurrents qui n'ont pas à livrer la même information. Donc, simplifier la norme générale et réduire la quantité d'informations qui est demandée. Et après, pour les autres entités, je suis plutôt pour garder la même norme simple, un peu allégée, mais avec une progressivité dans l'application, en commençant vraiment par la matrice de double matérialité et cette ESRS2 qui fait le lien avec le business et la stratégie. Ça, aucune norme jusqu'à présent extra-financière n'avait apporté ça. Et c'est ça qui est précieux, c'est ça qui apporte de la valeur. C'est comment on l'intègre dans le business. Donc surtout, continuer et ne pas freiner cette deuxième vague pour qu'elle continue là-dessus. Et peut-être faire une pause pour que l'aspect reporting de tous les autres standards, hormis le climat, on est d'accord, puisse se faire les années d'après progressivement. Je pense que ça serait une bonne direction à prendre. Et effectivement, normes sectorielles qui seront une vraie aide pour les PME parce qu'il y aura des éléments. Alors attention quand même de ne pas supprimer la réflexion au niveau de l'entreprise. Parce que cette réflexion sur les enjeux, elle doit avoir lieu. Si on dit vous avez la liste et puis vous checkez et vous mettez un chiffre en face, on perd son intérêt aussi. Donc il faut bien garder cette logique de réflexion de groupe. Chaque entreprise est spécifique de toute manière. Donc même avec une norme sectorielle, il y aura toujours besoin d'avoir la flexibilité de l'analyse de matérialité. Ouais. Et donc dans ce cas-là, que l'analyse sectorielle remplace la globale pour éviter d'avoir un millefeuille en plus. Merci Valérie. Claire ?
juste pour ajouter, oui, plus de temps, effectivement, pour pouvoir comprendre, effectivement, réfléchir, agir sur le modèle de création de valeur, sur comment l'entreprise se projette, et éviter d'être effectivement en train de pédaler pour sortir les chiffres. Et un point peut-être, Eric, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur les pays qui n'ont pas transposé versus les pays qui ont transposé. Je sais que moi, chez moi, nos gros concurrents, ils sont allemands, ils n'ont pas transposé, ils ont sorti leur Sustainability Report. Ça fait grincer quand même. Alors, Eric, avant de répondre, puisque c'est un terme qui a été utilisé plusieurs fois pour être sûr que tout le monde est suivi, qu'est-ce que la transposition au niveau national, justement, de ce texte de la CSRD ? La transposition, c'est les directives européennes qui sont des lois européennes qui nécessitent d'être transposées dans le droit national. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau législatif par opposition au décret d'application, actes délégués en langage européen. Et donc ces décrets d'application, une fois qu'ils sont pris par l'Europe, ils s'appliquent sans transposition nationale. Donc les normes, les 12 ESRS que vous connaissez, sont de niveau 2, donc elles sont décidées par Bruxelles et la France ne peut pas les toucher. C'est Bruxelles qui décide. Par contre, sur la directive, ce qui est au-dessus, ça nécessite une transposition. C'est ça qui est puissant dans ces textes, c'est que les normes, donc de thématiques climat, biodiversité, etc., c'est la liste des informations que toutes les entreprises, qu'elles soient portugaises, allemandes, danoises ou françaises, doivent publier si le sujet est matériel. C'est ça qui est super puissant dans ce dispositif. Alors, du coup, peut-être ce qui est important, l'idée de la directive CSRD, c'était la comparabilité, et donc le fait que toutes les entreprises en Europe soient soumises aux mêmes exigences, donc à l'intérieur de l'Europe, mais aussi entre entreprises cotées et non cotées, à taille équivalente. Donc tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'on ne peut pas appliquer les mêmes exigences normatives aux grandes multinationales et aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente soit vers des mesures transitoires, soit vers de l'allègement pour les plus petites. Donc les seuils qui sont souvent évoqués, c'est 1000 personnes en consolidé et 450 millions de chiffre d'affaires. Donc en dessous, il y aurait des normes allégées, mais les non cotés au-dessus de ce seuil-là devraient être soumises, parce que sinon, on a un décalage de compétitivité entre les entreprises cotées et non cotées. Et donc l'idée, c'est pas de faire en sorte que toutes les entreprises se décotent, sortent de la bourse, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Et le dernier point que vous n'avez pas trop abordé, là, mais sinon je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais c'est indispensable de revoir et de simplifier l'ensemble de la finance durable. Parce que la CSRD et les ESRS sont là pour la nourrir, donc il faut simplifier SFDR et le pilier 3, la taxonomie, pour pouvoir ensuite simplifier les ESRS. Oui, on n'a pas parlé de la taxonomie, mais enfin, tu en parlais, je suis complètement d'accord. Il y a pour le coup moins de valeur ajoutée pour l'entreprise et c'est horriblement compliqué. Moi, je dirais si j'avais un vœu à faire, c'est plus Noël, mais un des objectifs, tel que je l'avais compris de la CSRD, c'était aussi de pouvoir mettre à disposition des informations standards et puis de tuer un paquet de demandes administratives venant du privé, client ou du public. Dans toutes nos entreprises, on passe notre temps à remplir des formulaires avec des informations, que ce soit les banques, États ou autres. On remplit des formulaires avec des informations qui ne sont pas complètement les mêmes, dans les mêmes sens. Le jour où on peut arriver à avoir, via la CSRD et l'ensemble du panorama finance durable cohérent, un système dans lequel on peut aller piocher les informations, chacun va piocher plutôt que d'avoir à remplir 15 000 formulaires différents, on aura gagné. C'est ça une vraie. Mais on n'y est pas encore. Ça sera pour le Père Noël 2020, combien 8, 9 Ton vœu a été entendu, Valérie. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le public, les personnes qui sont là avec nous. Merci pour les éléments de réponse et pour les vœux que vous avez partagés. Y a-t-il quelqu'un ou quelqu'une qui aurait une question? Je vois déjà des bras qui se lèvent. Oui, le micro va vous rejoindre dans quelques instants. J'invite aussi les personnes qui sont en ligne, si elles ont des questions et des retours, à nous les partager. Nous allons essayer d'être le plus inclusif possible. D'accord.
Merci beaucoup, Florent Coureau. Un commentaire, une question. Le commentaire, c'est sur est-ce qu'il faut d'abord changer son business model ou produire les indicateurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que la CSRD, c'est un langage commun à travers toute l'Europe, on l'a dit, entre les entreprises qui parlent aujourd'hui un peu leur dialecte de gestion des risques et de voilà comment je gère la durabilité, j'ai tel label. Et donc, c'est quand même un langage commun. Et je crois qu'on ne pense pas, puis après on parle. On parle pas, puis après on pense, c'est les deux en fait. Donc je pense que c'est en avançant dans la divulgation d'indicateurs qu'on apprendra à penser et que c'est pas successif. Donc il faut pas dire préparons-nous d'abord puis on fera les indicateurs après. Je pense que c'est rater une dynamique quand même puissante. Ma question, elle porte sur la relation entre les auditeurs et les acteurs économiques, les entreprises. On a dit qu'il y avait des relations parfois lunaires. J'étais avec une ETI espagnole la semaine dernière en visio et elle parlait des relations avec les auditeurs et j'ai dit mais j'ai l'impression qu'ils vous font un peu peur et tout, et il me répond, le directeur financier, they are bullying us, c'est-à-dire ils nous brutalisent, ils nous terrorisent, quoi. C'est quand même le mot qu'il a employé, hein. Et donc ma question est-ce qu'on peut imaginer un recours, un arbitrage? Comment est-ce que le rapport de force qui est parfois un peu délétère entre les auditeurs et les entreprises pourra être régulé? Merci. Il y a des avocats dont c'est le métier et qui se sont positionnés sur ces segments-là d'accompagnement des entreprises qui permettent de faire de la médiation en fait. C'est-à-dire que l'auditeur vient avec un niveau d'exigence déconnecté d'une forme de réalité et peut-être que l'entreprise est dans une forme de déni. Donc l'avocat, il va rappeler le principe de transparence et non pas de comportement. Et si l'auditeur était là et l'entreprise était là, ils vont finir là. Et ça, et puis faire passer le message que peut-être les premières années, avoir des observations dans son rapport de l'auditeur, c'est pas gravissime. C'est vrai que pour un DAF, c'est pas dans la culture encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi sur la relation auditeur-audité, c'est que dans toute la période avant la signature du rapport d'audit, le jeu de l'auditeur, c'est de mettre le maximum de pression sur l'entreprise pour qu'elle corrige et qu'elle mette les informations les plus pointues, etc. Mais par contre, le jour où il doit signer, il ne va pas signer, il ne va pas mettre des réserves partout parce qu'il se discrédite aussi. Et donc les entreprises, moi je n'ai de cesse de les encourager à résister, à apprendre à résister dans cette période préparatoire à la publication aux demandes excessives des auditeurs. Donc il faut bien avoir en tête que, et en fait on est encore un peu en avance, hein, parce que je crois qu'il y a peut-être une ou deux entreprises qui ont déjà publié, mais encore, c'est pas sûr. Peut-être, je pense à une, mais bon, bref. Donc, je pense que dans 2 mois, on verra quel est le nombre de réserves, par exemple, qui ont réellement été formulées. Partout en Europe, hein, on le verra. Ouais. Et à mon avis, il n'y en aura pas tant que ça. Il y en aura, on espère qu'il y en a. Mais, oui, tout à fait. Mais donc, il faut avoir ça en tête. Aujourd'hui, le ressenti des entreprises, c'est la pression, mais... Une fois de plus, la pression, elle retombe au moment où il faut signer parce que l'auditeur est responsable de ce qu'il écrit quand même. Arnaud, il faut monter une formation, apprendre à gérer son auditeur vert. Le message est passé. Merci beaucoup pour la question. Le temps continue. Je vois qu'il y a déjà un micro qui s'est baladé un petit peu plus loin. Monsieur, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour, Philippe Nier de Montpellier. Je voulais savoir dans quelle mesure les entreprises sont amenées à publier des informations sensibles qu'elles n'étaient pas pressées de divulguer. Dans quelle mesure ça peut être un frein à la construction des data points ou indicateurs. Et dans quelle mesure vous avez hâte de lire les rapports de durabilité de vos concurrents. Dans le cadre de la DPEF précédemment, on lisait les rapports et voilà. Dans le cadre de la CSRD, on va faire pareil. Après, nous, nos concurrents, soit effectivement, ils ne sont pas soumis à la CSRD, soit ils ne sont pas dans un pays où ça a été transposé. Donc là, effectivement, on prend les informations qu'on trouve en les modulant parce que pas soumises aux mêmes règles de reporting. Après, nous, on a plusieurs informations, effectivement, qu'on ne va pas publier, qu'on a jugé sensibles, qu'on ne va pas publier dans la CSRD. Et ce sera bien écrit noir sur blanc qu'on ne va pas les publier.
Après, le texte permet, la norme permet de classer des informations comme sensibles et donc en toute légitimité de ne pas les publier. Ce qui stresse plus des grosses sociétés, c'est toutes les informations, c'est les impacts financiers qui pourraient être extrapolés d'impacts autres et qui à ce moment-là pourraient être corrélés d'une manière fausse avec des informations financières divulguées par ailleurs. Donc c'est ça le stress. Alors il y a aussi un délai pour publier ces informations-là, mais ça c'est le gros stress par anticipation. En tout cas, c'est un sujet qui est relevé par la plupart des organisations patronales. Donc c'est en partie traité dans les ESRS, donc il faut probablement le renforcer, cette possibilité de ne pas publier une information si elle est sensible du point de vue de la compétition économique. Après, les entreprises doivent aussi faire preuve d'imagination. Ce qui est demandé, alors les effets financiers anticipés, ça, pendant 3 ans, on peut rester qualitatif, donc il n'y a pas de problème. Et par contre, ce qui gêne certaines entreprises, c'est les montants de CAPEX, d'investissement, de transition climat, par exemple. Et donc là-dessus, ce qu'il faut, c'est pouvoir donner des fourchettes ou être un peu évasif dans la publication, tout en montrant au commissaire aux comptes que le travail qui a été fait est robuste. Voilà, donc ça, donc il faut apprendre à jouer avec les textes pour pouvoir ne pas donner d'informations sensibles à la concurrence. Merci Eric. On va prendre une dernière question, cette fois des personnes qui nous suivent en ligne. Elisa. Oui, alors je vais poser 2 questions. Je me permets parce que je pense que l'année sera plutôt rapide, qui nous a été posée par Ariel pour vous, Eric Duvaux, et qui nous demande, vous avez dit plus tôt dans la table ronde que l'EFRAG a sorti des normes sectorielles qui ne seraient pas bonnes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie ? Elles ont été construites de la même manière que les normes, les 12 normes, c'est-à-dire que le processus de l'EFRAG, c'est de regarder tout ce qui existe comme normes au niveau mondial, donc là les normes sectorielles, donc il en existe une vingtaine, même, on les avait comptées une fois, il y en avait plus de 100 sur les 12 normes agnostiques, et donc pour tous les secteurs. Et donc là, en gros, ils font un énorme entonnoir, puis ensuite ils essayent de simplifier avec l'ensemble des parties prenantes. Mais il y a toujours une partie prenante qui dit « Ah ben non, mais moi ça m'intéresse ». Et donc on n'y arrive pas. Et donc ce qu'il faut, c'est partir de quelque chose qui est assez réduit et qui est stratégique, qui va à l'essentiel des enjeux du secteur. Et ensuite, on pose la question aux parties prenantes qui sont représentées à l'EFRAG, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a en trop ? Et du coup, il y a des plus, des moins, mais on arrivera sur quelque chose de plus léger. Donc aujourd'hui, la norme sur le pétrole, elle fait 60 pages, il en faudrait 10. Et donc, on divise par 5, donc c'est significatif. Et donc, voilà, c'est une simplification. Pour donner un exemple, aujourd'hui, on demande est-ce que les personnels de sécurité sur les sites pétroliers ont été formés aux droits humains et combien d'heures ? Est-ce que c'est un sujet. Donc pour une entreprise, c'est difficile de dire quand une ONG demande cette information-là, c'est difficile de dire oh ben non, c'est stupide, on n'en veut pas. Mais par contre, c'est pas stratégique. C'est important que l'entreprise se pose cette question-là, mais la publication de cette information, le nombre d'heures de formation aux droits humains du personnel de sécurité sous-traité sur les sites pétroliers, c'est quand même assez granulaire, quoi. Donc voilà, c'est ce genre. Mais aujourd'hui, c'est dans la proposition de l'EFRAG, donc qui n'est pas encore passé en consultation publique, mais c'est trop granulaire. Et après, il y aura toujours quelqu'un pour dire mais si, il faut le garder. Bon, donc nous, on préconise de partir de quelque chose de beaucoup plus simple et stratégique, et ensuite de le corriger. Merci Eric. Une dernière question, Elisa ? Dernière question qui a été posée par Marion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, des outils comme ChatGPT justement pour faire ces rapports de durabilité pour la CSRD. Est-ce que ce ne serait pas contre-productif ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait utiliser Chat pour simplifier. C'est bien. On pourrait poser la question à DeepSeek plutôt. Idées Non, mais par contre, c'est une vraie question sur la digitalisation que Elsa a mentionné tout à l'heure. Le tagging XBRL nous paraît un peu obsolète par rapport à ce qui se développe en matière d'intelligence artificielle. Donc sur la partie tagging et analyse des rapports publiés, on pense que
l'IA pourrait faire quelque chose. Donc on a bon espoir de simplifier les processus de tagging qui sont en consultation aujourd'hui par l'ESMA jusqu'à fin février, je crois. Aujourd'hui, on s'en sert de l'IA pour sortir en un quart d'heure les points clés d'une politique plutôt qu'en une demi-journée. Voilà, ça c'est tout. Enfin, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui sur tous les sujets, que ce soit CSRD. Enfin, je veux dire, voilà, c'est fait partie des outils qui existent aujourd'hui pour quand on veut chercher une information et faire un rapport sur quelque chose, on utilise aussi l'IA, quoi. Merci Elsa. Nous allons terminer ici cette table ronde sur la CSRD. Un grand merci à vous quatre pour toute l'énergie que vous avez mis dans ce sujet, qui n'est pas du tout un sujet sur lequel on s'endort. Un grand merci Eric, Claire, Valérie et Elsa d'avoir souligné l'ambition du projet, l'idée de ne pas s'endormir dessus, mais de faire preuve aussi d'humilité et de se donner le temps long avec une démarche progressive qui nous permettra de prendre du recul. Merci pour tous les éclairages que vous aurez apportés, la complémentarité, les rebonds. Et mesdames, messieurs, restez connectés, parlez à son auditeur vert et dans les tuyaux. On vous en donnera plus d'infos très bientôt. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de cette journée porte ouverte.